Chapitre 4. L'ancêtre de tous les Malfoy. Partie 2. Cher Narcissa, premièrement, je tiens à vous rappeler que ce manoir n'est pas un moulin. Gardez à l'esprit qu'il faut m'avertir lorsque vous souhaitez accueillir des invités. Et ensuite, je reçois quelques amis ce soir. Pour des raisons que vous n'avez pas à connaître, je souhaite que cette visite reste entre eux et moi. Je vous prierai donc de rester dans votre chambre après 22 heures. Décidément, il n'a pas l'air commode, sourit Daisy en lisant par-dessus l'épaule de Narcissa. Celle-ci fronça les sourcils, interloquée, et regarda à nouveau par-dessus son épaule avec l'impression désagréable d'être observée. « Je le déteste », dit Narcissa à voix basse pour ne pas être entendue des personnages qui habitaient les portraits les plus proches. « Il critique tout ce que je fais, et il se sert de Lucius comme d'une marionnette. » D'après ce qu'on m'a dit, ça n'a pas l'air de déplaire à Lucius, objecta gentiment Daisy. La remarque n'était pas malveillante, mais Narcissa lui fit comprendre d'un regard qu'il valait mieux pour elle qu'elle ne critique pas ouvertement Lucius devant elle. De manière générale, Narcissa détestait que quiconque remette Lucius en question, car avec lui, c'étaient tous les choix de Narcissa qui chancelaient. Et comme elle avait parfois du mal à se persuader elle-même qu'elle avait fait les bons, surtout depuis qu'ils avaient visité le pensionnat Wimbley, elle refusait que d'autres avis que le sien ne viennent s'immiscer dans cet équilibre déjà fragile. Et Daisy le comprit aussitôt, car elle fit un geste désinvolte de la main et poursuivit tout naturellement. « Et sinon, tu n'as pas envie de savoir qui sont les mystérieux invités d'Abraxas Malfoy ? Je me demande qui peut bien lui rendre visite. Il ne sort jamais et ne reçoit personne. Si tu veux mon avis, il ne s'agit pas du tout d'une sympathique petite réunion entre amis. » « Allez, réponds à ma question. Ça te dirait de savoir de quoi il s'agit, oui ou non ?» Le regard de Daisy brillait de malice. « C'est peine perdue, » soupira Narcissa. « Je suis certaine qu'ils vont s'enfermer dans sa bibliothèque, là-bas, et Abraxas Malfoy a jeté un sortilège d'impassibilité sur la porte. Impossible de regarder par la serrure ou d'entendre quoi que ce soit. » Mais contre toute attente, le sourire de Daisy s'élargit encore. « Je crois que j'ai ce qu'il nous faut. » Devant l'air interrogateur de Narcissa, Daisy claqua des doigts et sortit fièrement de sa poche un carré de tissu blanc au centre duquel était brodé un grand œil bleu. « C'est un mouchoir ?» demanda Narcissa en haussant un sourcil, circonspecte. « Non, un chiffon, » dit Daisy comme si la nuance était d'une importance capitale. « Mais pas seulement. Rappelle-toi, on nous en a parlé dans un cours sur les objets magiques en dernière année. Bon, c'est vrai que tu n'avais pas trop la tête à ça, à ce moment-là. C'est un chispion. » « Un chispion ?» Daisy hocha la tête avec enthousiasme, mais Narcissa n'arrivait pas à se départir de son scepticisme. « Et ce chispion va nous chuchoter à l'oreille qui vient rendre visite à Abraxas Malfoy ? » ?»« Il va nous aider à le découvrir, » dit Daisy en se levant. « Où est la bibliothèque dont tu parlais ? » « Qu'est-ce que tu veux faire ?» s'inquiéta Narcissa. « Abraxas remarque tout. Si nous bougeons le moindre objet d'1 millimètre, il le saura. »« Ne t'en fais pas, je ne déplacerai rien. » Narcissa se laissa convaincre et l'emmena vers la bibliothèque tout en s'arrêtant à chaque porte et à chaque couloir pour regarder à droite et à gauche afin de s'assurer qu'Abraxas Malfoy ou l'elfe Prunas n'était pas dans les parages. « À l'heure qu'il est, il doit être dans l'aile nord en train de distiller ses horribles potions, » chuchota-t-elle à Daisy qui regardait par-dessus son épaule avec espièglerie. Enfin, Narcissa passa la double porte qui menait à la bibliothèque et fit entrer Daisy. La pièce était grande, circulaire. Une large table ronde en ébène occupait le centre de la pièce et le sol était recouvert d'une lourde peau d'ours polaire dont la tête aux yeux vides
exhibait ses crocs aiguisés en direction de la porte d'entrée. Sur une commode, un globe céleste gravé de la carte des étoiles côtoyait la maquette d'un fabuleux trois-mâts et une épée au pommeau finement ciselé, enveloppée d'un fourreau enrichi de pierreries. Mais l'attention de Daisy se porta sur la grosse lampe ronde et argentée qui était suspendue au plafond au-dessus de la table centrale. « C'est exactement ce qu'il nous fallait, » dit Daisy. « Ce qu'il vous fallait pourquoi ?» demanda une voix de crécelle dans le coin de la pièce. Narcissa sursauta. De l'autre côté de la table ronde se trouvait le portrait d'une vieille dame, ridée et couverte de bijoux du bout de ses doigts à la racine de ses cheveux, qui avaient disparu sous des broches et des diadèmes ornés de pierres précieuses. « Eh bien, mesdemoiselles, je vois que vous n'avez pas le sens des convenances, » s'exclama la vieille dame de sa voix de crécelle. « Sachez que vous vous trouvez devant Prisca Malfoy, l'épouse d'Armand Malfoy, fondateur de ce manoir et de cette famille. Je suis l'ancêtre de tous ceux qui sont nés entre ces murs. Et surtout, je suis la seule femme qui ait assez de mérite pour que mon portrait soit affiché dans une des pièces principales du manoir, pendant que toutes les autres croupissent au grenier. » Tout en disant cela, Prisca se rengorgeait de fierté, manifestement ravie de pouvoir vanter ses propres mérites. Narcissa, d'abord impressionnée, se dit que la vieille femme était sans doute sensible à la flatterie et se souvint qu'elle-même était très douée en la matière. « Nous sommes très honorés de faire votre connaissance, » dit-elle en faisant une révérence d'une profondeur exagérée. Elle fit signe à Daisy de l'imiter et Daisy obtempéra. « Distrais-la, » lui souffla Daisy. « Je m'occupe du reste. » Tandis que Daisy s'approchait de la table ronde en regardant la lampe argentée, Narcissa se plaça face au portrait de Prisca Malfoy, de manière à obstruer son champ de vision le plus complètement possible. « Je suis Narcissa Malfoy, » dit-elle avec déférence. « Croyez-moi, j'étais très impatiente de vous rencontrer. »« bien sûr, comme je vous comprends, » minauda Prisca Malfoy en caressant une des 5 rivières de diamants qui pendaient à son cou. « Qui ne serait pas intimidé devant une femme de ma stature? Vous a-t-on raconté que c'est grâce à moi que mon mari Armand a hérité de ce manoir ?» Narcissa n'avait aucune envie de recevoir une leçon d'histoire, mais se força à feindre la curiosité. « Ah, vraiment ? On ne vous l'a pas dit ?» s'indigna Prisca Malfoy de sa voix haut perchée. « Armand exagère, il tire toujours tout le mérite à lui. Oh, certes, il a beaucoup aidé le roi dans sa conquête de l'Angleterre. Il n'excellait pas sur le champ de bataille, mais c'était un brillant stratège, comme il vous l'a sûrement dit lui-même. C'est pourquoi, une fois installé sur le trône d'Angleterre, le roi a voulu le récompenser. Mais il nous destinait un petit château froid et humide, et en Écosse par-dessus le marché. Moi, Prisca Malfoy, qui ne connaissais que la douceur des vallons français, aller vivre en Écosse? Non, non, c'était inacceptable. J'ai donc fait boire au roi une solide potion de confusion. J'en ai toujours une dose dans mes boucles d'oreilles, et c'est très utile, croyez-moi. Et il a fini par nous léguer ce superbe manoir qu'il voulait initialement choisir comme résidence d'été. Et mon mari et moi avons pu savourer notre victoire dans ce magnifique endroit, après avoir chassé les gueux qui vivaient sur ces terres, bien entendu. » Contre toute attente, Prisca avait piqué la curiosité de Narcissa. « Mais alors, nous tenons ce château d'un roi moldu ? » ?»« Enfin, de qui voulez-vous que nous le tenions ? Vous savez, il n'y a pas toujours eu de ministère de la magie. À l'époque, nous étions bien obligés de côtoyer les moldus pour accéder au pouvoir et aux privilèges. Ah, il fallait se donner les moyens de ses ambitions, croyez-moi. Bien sûr, ça n'était pas sans peine. Les moldus étaient si sales et si bêtes. Mais au moins, ils étaient faciles à manipuler. » Narcissa hocha la tête, indécise. « Vous semblez surprise, ma petite.
toutes ces œuvres d'art dans le château, qui les a faites d'après vous? Vous croyez que de nobles sorciers perdraient leur temps, si précieux, à peinturlurer des morceaux de plâtre ou à recopier bêtement les cartes de notre monde? À nouveau, Narcissa resta interdite. Elle ne s'était jamais posé la question, mais elle avait toujours été persuadée qu'elle vivait dans un environnement totalement clôturé, strictement distinct de celui des Moldus. Et voilà qu'elle apprenait que le parquet qu'elle foulait chaque jour, les tableaux sur lesquels elle posait ses yeux, et les fauteuils au tissu broché dans lesquels elle se prélassait des après-midi entières, tout avait donc été confectionné par des Moldus. En face d'elle, Prisca Malfoy poursuivait implacable. Vous êtes la femme de Lucius, c'est bien cela? Eh bien, figurez-vous que le premier Lucius Malfoy, oui, il y en a eu un autre, ce prénom est si joli, a bien failli épouser la reine Élisabeth, première du nom, il y a à peine 4 siècles. Elle a fini par les conduire, et bien mal lui en a pris, car ce cher Lucius lui a jeté une malédiction, et plus aucun homme n'a jamais voulu d'elle. Na. Pour Narcissa, l'idée qu'un ancêtre de Lucius ait voulu épouser une femme moldue paraissait aussi absurde que s'il s'était agi d'une vache ou d'une armoire. Enfin, ne parlons plus du passé. Depuis la création du Code international du secret magique, nous n'avons plus besoin de nous frotter à ces stupides moldus. Parlons plutôt de vous. Vous vous appelez Narcissa, c'est bien cela? Oui, c'est exact, répondit-elle, tout en essayant de digérer toutes les informations qu'elle venait d'apprendre. Bon, très bien. Je regrette que nous ne nous soyons pas rencontrés plus tôt. Auparavant, tous mes descendants venaient me présenter leurs épouses, et c'était à moi de juger si elles étaient convenables ou non. Mais que voulez-vous? Tout se perd. Alors, regardez-moi. Ma foi, vous avez le regard vif, la dent saine. Vous me semblez bien bâti. Oui, très bien. Quel âge avez-vous? J'ai 20 ans, répondit Narcissa, trop décontenancée pour s'offusquer d'être traitée comme une pièce de viande. C'est parfait, s'exclama Prisca Malfoy en tapant dans ses mains, faisant teinter tous les bijoux qui recouvraient ses poignets et ses doigts. Moi qui m'inquiétais pour l'avenir de notre lignée, me voilà rassurée. Alors que Narcissa cherchait quelque chose à répondre, elle vit Prisca Malfoy regarder au-dessus de sa tête en fronçant les sourcils. Dites-moi, ma chère Narcissa, savez-vous pourquoi votre amie est-elle debout sur la table de vos ancêtres? Narcissa fit volte-face et constata que Daisy était en effet debout sur la surface lisse de la table, pieds nus, et astiquait la lampe en argent avec énergie. Daisy! Daisy sursauta, en lâcha son chiffon blanc et redescendit précipitamment de la table. Excusez-moi, je croyais avoir vu une toile d'araignée, là-haut, bredouilla Daisy. Une toile d'araignée? Enfin, ma petite, mais il faut utiliser la magie pour ces choses-là, sinon vous allez vous tuer à la tâche. Il n'y a que les moldus qui arrivent à tenir leur maison toute seule sans perdre la tête. Prisca Malfoy fronça à nouveau ses sourcils dessinés au crayon. Vous n'êtes pas des craquemolles, au moins? Oh non, répondit aussitôt Daisy. Bien sûr que non, renchérit Narcissa. Prouvez-le. Je ne veux pas de ces saletés dans ma maison. Narcissa trouvait que c'était une remarque un peu sévère de la part d'une femme qui avait passé sa vie à côtoyer des moldus. Mais elle n'en laissa rien paraître. Bien sûr, voilà nos baguettes. Yanua Aperio, dit Daisy. La porte de la bibliothèque s'ouvrit docilement, et Prisca Malfoy se calma. Bon, très bien. Je vous laisse partir. Revenez vite me voir, ma chère Narcissa, d'accord? J'ai beaucoup apprécié notre petite conversation. Oui, oui, balbutia Narcissa en poussant Daisy vers la porte. Daisy prit un air idiot pour annihiler tout soupçon, et Narcissa l'entraîna vers la sortie en lui tapotant sur l'épaule. Elle vit avec soulagement Prisca Malfoy lui adresser un regard compatissant. « J'ai réussi !» se réjouit Daisy dès qu'elles furent en dehors de la pièce. Mais Narcissa ne partageait pas son enthousiasme.
Qu'est-ce que tu fabriquais avec la lampe? Imagine qu'elle raconte ça à Abraxas Malfoy. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Maintenant, vite, où est ta chambre? Demanda Daisy surexcitée. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Ça me rappelle quand on essayait d'espionner nos parents, tu te souviens? Narcissa emmena Daisy jusqu'à sa grande chambre, toujours un peu renfrognée. Là, Daisy examina chaque recoin et chaque objet avec ravissement, puis se rendit dans la salle de bain. Elle admira l'immense baignoire octogonale en marbre rose qui occupait le centre de la pièce, les robinets en argent en forme de tête de serpent, aux détails si minutieusement travaillés qu'elle semblait prête à mordre quiconque s'en approchait. Mais elle s'intéressa surtout au grand miroir au cadre d'or qui était suspendu au-dessus des deux éviers. Magnifique, magnifique, dit Daisy avec enthousiasme. À nouveau, elle passa son chispion sur l'intégralité de la surface du miroir. Bien que celui-ci fût déjà d'une propreté impeccable, grâce aux bons soins de Prunas et de Lidélis, quand elle eut terminé, elle recula d'un pas et déclara « Nettoie le verre, nettoie l'argent. Quant à nos yeux, fais-les plus grands. Récure l'ivoire, retire la craie et permets-nous d'entendre ce qui est secret. » Pendant quelques secondes, rien ne se passa, et Narcissa se demanda un court instant si, avec tous les malheurs qui lui arrivaient, Daisy n'avait pas perdu la tête. « Tu vas voir, ça va marcher, » assura Daisy. Et en effet, quelque chose d'étrange se produisit. Au centre du miroir, l'image qu'il renvoyait se troubla, et la surface lisse se mit à onduler comme un liquide sur lequel tombait une multitude de gouttes d'eau. Le processus se propagea sur toute la surface du miroir, et bientôt, il prit l'aspect d'une flaque d'eau qui subissait une grosse averse. On n'y voyait que des taches de couleur brouillée, qui apparaissaient et disparaissaient, s'agitaient et miroitaient. Puis, la perturbation se calma progressivement, les taches de couleur reprirent leur place, et la surface du miroir reprit un aspect lisse et immobile. Mais ça n'était plus son reflet que Narcissa voyait. C'était la bibliothèque d'Abraxas Malfoy, avec ses livres aux reliures ouvragées, ses cartes célestes, ses fauteuils matelassés et son tapis en peau d'ours polaire. Elle voyait la pièce d'en haut aussi clairement que si elle se trouvait elle-même accrochée au plafond, à la place de la lampe en argent. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre l'arrivée de ces mystérieux invités, triompha Daisy en se frottant les mains. Ravis, elles retournèrent au salon où Lidélis leur avait préparé 2 assiettes de soupe fumante, idéales pour les réconforter après cette journée passée au dehors. Elles mangèrent gaiement, puis remontèrent dans la chambre de Narcissa. En entrant dans la salle de bain, Daisy caressa amoureusement les bords de la baignoire octogonale en marbre rose qui occupait le centre de la pièce. « Et si on prenait un bain ?» proposa-t-elle malicieusement. Narcissa, fourbue et gelée, accepta volontiers. Elles remplirent la baignoire au-delà du raisonnable, et Narcissa montra à Daisy tous les flacons de sel de bain et de liquide moussant qui pouvaient former des bulles de formes diverses. « Regarde celui-là, c'est Lucius qui me l'a offert, » dit Narcissa en ouvrant un flacon qui dispersa des bulles en forme de cœur dans le bain et dans la pièce. Daisy éclata d'un rire joyeux. « Quand on sait qu'il passe son temps à menacer de mort les employés du ministère, on ne se doute pas qu'il offre des bulles de savon en forme de cœur à sa dulcinée. Si, tu as transformé le grand Lucius Malfoy en petit nounours en sucre. » Les 2 amis étaient toujours en train de s'éclabousser en riant aux éclats lorsque le gong du portail en fer forgé retentit au dehors. « Ils arrivent !» s'exclama Daisy en sortant hors du bain. Les 2 amis se levèrent dans 2 peignoirs couleur d'ambre, posèrent des serviettes chaudes sur leurs épaules et s'installèrent devant le grand miroir de la salle de bain. Dès qu'elles s'en approchèrent, leur reflet disparut, remplacé par la bibliothèque d'Abraxas Malfoy. Celui-ci y était justement occupé
à faire des vérifications dans son livre de comptes, enveloppé dans son grand manteau noir, fermé jusqu'au col par 2 rangées de boutons argentés. Sur sa poitrine, brodé de fils d'argent, le blason de la famille Malfoy étincelait. Un M brillant, cerclé de lances, de dragons et de serpents. « Le miroir va se transformer à chaque fois que je m'en approcherai ?» s'inquiéta Narcissa. « Non, seulement quand tu le souhaiteras », la rassura Daisy. À travers le miroir, elles entendirent la porte grincer, puis la voix de Prunace s'éleva, légèrement atténuée. « Maître, le premier invité est là !» dit-il avec obséquiosité. « Fais-le entrer !» répondit Abraxas Malfoy. Quelques secondes plus tard, un pas lourd résonna dans le manoir. La porte de la bibliothèque s'ouvrit avec fracas, et une ombre massive entra dans la pièce. Daisy tressaillit en reconnaissant l'homme qui venait d'entrer. Piscus Crabbe n'avait pas changé d'un pouce. Son œil, dépourvu de sclère, entièrement noir et luisant, semblait examiner toute la pièce en même temps, tandis que l'autre fixait Abraxas avec défi. Il portait son habituel manteau de cuir doublé de fourrure et clouté aux épaules, où les coutures semblaient toujours sur le point de céder. Il marcha droit sur Abraxas, leva sa main grosse comme une assiette et lui administra une bourrade dans le dos si violente que Narcissa crut qu'Abraxas allait se casser en deux. « Toujours vivant, mon vieil ami ? À chaque fois que je te touche, j'ai l'impression que je vais te passer au travers !» ricana Piscus Crabbe en lui donnant une deuxième tape dans le dos. Abraxas Malfoy s'écarta de lui, rouge écarlate, pris d'une violente quinte de toux. Puis il se ressaisit progressivement et son visage se contracta en un semblant de sourire. « Alors ne me touche pas, » dit-il à Piscus Crabbe d'une voix chuintante. « Ça vaudra mieux pour nous deux. » Piscus Crabbe poussa un nouveau ricanement et son regard glissa vers la porte de la pièce. « Où est le magot ?»« Ne parle pas si fort, » toussota Abraxas Malfoy, la voix un peu enrouée. « Suis-moi, je vais te montrer, tout est dans le salon. » Abraxas Malfoy saisit sur la table une fiole remplie d'un liquide noir et épais, puis quitta la pièce en s'appuyant sur sa canne, suivi de près par Piscus Crabbe. « Qu'est-ce qu'il y a dans le salon ?» demanda Daisy. « Je n'ai rien vu tout à l'heure. »« Il n'y a rien, » répondit Narcissa, les sourcils froncés. Mais déjà, les deux hommes réapparaissaient dans l'encadrement de la porte, et Daisy et Narcissa se turent pour écouter ce qu'ils disaient. « Comme tu vois, tout est en parfait état, » dit Abraxas Malfoy. « Et la brigade de police magique ne trouvera jamais cette cachette. »« Mouais, » répondit Piscus Crabbe en haussant les épaules. « Je ne suis toujours pas convaincu. »« Alors, reprends ce qui t'appartient, mon ami, mais je te préviens, je ne lèverai pas le petit doigt pour t'aider si tu te fais prendre une deuxième fois par le ministère. »« Nous en discuterons tous les trois quand il arrivera. »« Eh bien, justement, le voilà. » Abraxas Malfoy désigna la cheminée. Les flammes qui y dansaient venaient de prendre une couleur verte intense. Elles se mirent à grandir, jusqu'à atteindre la taille d'un homme, puis une silhouette de petite taille apparut au milieu des flammes vertes et fit un pas hors de la cheminée. Cette fois-ci, c'est Narcissa qui tressaillit.